C'est une enquête sérieuse qui montre que l'Ukraine s'en prend à Wagner, aux alliés de Wagner, sur le terrain africain. Moi, j'ai deux observations, une de forme et une de fond. Sur la forme, il est normal que les États-Unis restent prudents. Les Occidentaux sont d'une manière générale assez prudents sur cette histoire parce que accepter, ne serait-ce que par principe, que l'Ukraine mène une action au Soudan, parce qu'on a beaucoup parlé de la Russie, on a parlé de Wagner, on n'a pas parlé du gouvernement soudanais, même si, je vous le concède, il y a quelques problèmes. Mais ça voudrait dire qu'on accepterait de facto que l'Ukraine viole la souveraineté du Soudan. Donc on ne peut pas d'un côté dire il faut respecter la loi, l'ordre international, et puis dire de l'autre côté, bon on sait, et puis on ferme les yeux. Et en particulier au Soudan. Donc les images de bombardement que vous allez découvrir semblent l'attester, effectivement, et nos confrères américains ont eu une confirmation officieuse de ce que oui, l'Ukraine intervient aussi militairement en Afrique lorsqu'il s'agit de contrer Wagner, les visées de Wagner. Eh bien, les éléments ont été réunis par 12 journalistes de CNN qui ont travaillé plusieurs jours et qui étayent leurs conclusions par de nombreux éléments. Le premier, le voici. Les journalistes se sont procurés les images d'une attaque. Les voici ces images. Elles sont filmées vraisemblablement depuis un drone. Nous sommes à quelques kilomètres de la capitale Khartoum. On voit des hommes armés en train de monter la garde devant ces abris blancs. 4, peut-être 5 hommes. Quand tout à coup, une frappe, la cible est atteinte, l'abri prend feu et un homme s'écroule au sol. Autre exemple, ce sont ces 2 soldats positionnés sous ces arbres et qui sont touchés par le drone kamikaze. Ou encore, celle-ci, on est cette fois au-dessus d'un quartier résidentiel. Ce sont les 2 véhicules garés près de ce bâtiment qui sont visés. La vidéo s'arrête juste avant l'impact. Là encore, la cible est atteinte, une épaisse fumée noire s'échappe. Toutes ces attaques ont une même cible. Les hommes ou les voitures qui sont ciblées appartiennent au groupe militaire Force de soutien rapide, RSF. Ce groupe mène depuis plusieurs années une guérilla contre l'armée soudanaise pour le contrôle du pays. Or, ce groupe tire sa force et ses armes du soutien de la milice Wagner, qui lui fournit une écrasante majorité de ses armes et un soutien logistique. Autre élément troublant, les journalistes ont pu établir que ces frappes ont eu lieu 2 jours seulement après que Wagner ait facilité un important convoi d'armes vers le Soudan, en provenance du Tchad. Il est question de centaines de camions. Mais comment être sûr qu'il s'agit bien d'attaques menées ou diligentées par l'Ukraine? Eh bien, c'est encore à partir de ces images que l'équipe de journalistes est parvenue à réunir tout un faisceau d'éléments. Premier élément, les drones utilisés. Les journalistes l'ont identifié. Il s'agit du drone DJI Mavic 3, portée 30 km, autonomie en vol 46 minutes. Signe particulier, ce sont exactement ces engins qu'utilise l'armée ukrainienne quotidiennement pour ses combats contre l'armée russe. Et c'est exactement la même méthode des drones qu'on peut trouver dans le commerce sur lesquels on bricole une charge explosive. Deuxième élément, CNN a même repéré quelques mots en ukrainien sur l'écran de pilotage de l'un de ces drones, Zupweniete, stop en français. Enfin, troisième élément, ces autres images tournées en infrarouge. Nous sommes ici de nuit, à l'intérieur d'un bâtiment. Vous allez voir 2 soldats de dos. L'un d'entre eux semble équipé d'un lance-roquettes. Pour les spécialistes, il ne s'agit pas de soldats soudanais, c'est bien une force étrangère qui est venue en soutien. Voilà. Concernant ces drones, c'est vrai que CNN a recueilli des déclarations sur place de spécialistes de l'armement qui suivent ce conflit depuis longtemps et qui disent jusqu'à présent, on n'avait pas vu ces drones intervenir. On n'avait pas vu ce type de drone intervenir dans le conflit. Est-ce que les journalistes ont interrogé les autorités ukrainiennes, tout simplement ? C'est le dernier élément et il est très important. Leurs demandes officielles sont restées visiblement sans réponse, mais ces journalistes ont sollicité une source militaire ukrainienne. L'opération est sans aucun doute l'œuvre d'une armée non soudanaise, confirme cette source. Lorsque les journalistes lui demandent clairement si Kiev est derrière tout cela, voici la réponse. Les services spéciaux ukrainiens sont probablement responsables.
J'ajoute un dernier élément, David. Vous vous souvenez peut-être que lors de sa toute dernière tournée en Afrique avant sa mort, il avait été établi que Yevgeny Prigojine avait fait une escale en Centrafrique et qu'à cette occasion, il avait reçu de la part de représentants de la rébellion soudanaise des lingots d'or massifs, des kilos et des kilos de lingots d'or pour rémunération de services rendus. Oui, le Soudan est de toute évidence un théâtre d'action privilégié pour Wagner en Afrique. C'est effectivement la première fois que j'entends parler d'attaques avec des munitions téléopérées, donc des drones rôdeurs ou kamikazes, comme vous voulez. Une opération qui est assez bien menée, complexe, qui suppose derrière, en amont, quand même d'avoir beaucoup de renseignements. Il faut savoir qu'il y a effectivement un convoi qui se déroule à quel moment. Enfin, il faut beaucoup de renseignements derrière avant de passer à l'action. Donc c'est une opération, oui, qui est sophistiquée. Alors est-ce que c'est l'œuvre des Ukrainiens? Peut-être. Après, il faut s'interroger sur la motivation, mais c'est... Les mots en ukrainien sur l'écran de pilotage des drones. Bon, après, moi, je me demande pourquoi, dans ce cas-là, les Ukrainiens n'attaquent pas directement Wagner, quoi, au lieu de s'attaquer à une faction africaine. Bon, il faut rappeler que le Soudan est, depuis le mois d'avril, est en quasi-guerre civile entre les deux partis militaires qui eux-mêmes avaient pris le pouvoir en 2019, qui avaient renversé le président Béchir. Et que depuis le mois d'avril, il y a une scission entre deux factions qui se font la guerre. Accessoirement, la Russie, dans cette affaire, est présente depuis 2017. Elle a déjà fait un accord avec Béchir, Omar al-Béchir, lui assurant la protection en échange de deux choses qui intéressaient les Russes au Soudan. Un, c'est l'or, incontestablement, avec cette particularité que l'or, c'est une sorte de monnaie qui peut, quand on est boycotté par ailleurs, l'or, on peut se connecter avec les Émirats arabes unis, qui sont dans cette affaire aussi, qui est la plaque tournante de la vente d'or, et qui achète de l'or aux Russes, en argent, en dollars, enfin tout ce que vous voulez, donc c'est quand même très pratique. Exactement ce qui avait été raconté pour Prigojine juste avant sa mort. Voilà, donc il y a tout un commerce juteux. Et le deuxième aspect qui était intéressant pour les Russes, c'était avoir une base navale sur Port-Soudan, donc sur la mer Rouge, et d'avoir un pied et un œil sur, et on revient un peu d'ailleurs au sujet précédent, sur la grande route qui passe par le canal de Suez et la mer Rouge. Donc pour eux, c'était stratégique. Donc ils ont commencé par soutenir Béchir avec Wagner. Et puis là, c'est intéressant, c'est qu'il y a eu peut-être une scission déjà, au moment où Béchir a été contesté, où Wagner apparemment a changé de pied et a soutenu et basculé du côté de l'armée. Peut-être en contradiction avec la diplomatie russe qui n'était pas forcément sur cet élément. Et maintenant, elle vient de choisir la faction Hemeti dans ce combat. Et donc, pour les Ukrainiens, oui, c'est une manière peut-être d'élargir la guerre, d'élargir le front en s'attaquant aux intérêts russes et aux forces russes d'ailleurs directement en Afrique. Donc ouvrir un front. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Kuleba, avait dit il y a quelques jours, nous allons libérer l'Afrique de la Russie. Il avait dit ça? Oui. Ah ben voilà une déclaration qui est peut-être aussi une signature. Il ne voulait pas dire militairement. Ah non, mais pas militairement. Bien sûr, non, mais il a dit voilà, il a fait lui-même plusieurs voyages en Afrique. Il y a une diplomatie ukrainienne de l'Afrique avec cette idée quand même de contester en tout cas les positions de la Russie dans cette affaire. Dernier élément, il faut se rappeler que l'Afrique, c'est quand même un élément fondamental pour l'effort de guerre russe. C'est un moyen de contourner les sanctions, c'est un moyen d'avoir des ressources qui permettent de soutenir cet effort de guerre. Donc c'est un front qui est essentiel. Valéria, vous lisez l'ukrainien, c'est votre langue maternelle. Est-ce que vous avez perçu des éléments d'information à ce sujet ces dernières heures ou ces derniers jours? Alors, absolument pas. Pour votre information. Et puis, moi, je me pose des questions. Je ne remets pas du tout en doute le travail des journalistes américains. Mais quels seraient les intérêts ukrainiens directement liés à cette faction? S'ils s'attaquaient aux moyens financiers de Wagner, qui, eux, contribuent à l'effort de guerre financier de la Russie, qui est le bras armé d'ailleurs pour récolter
les moyens financiers auprès des pays africains. À ce moment-là, ça aurait été plutôt compréhensible. Dans ce contexte... Peut-être c'est essayer de tarir une source de financement pour Wagner. Là, en l'occurrence, on a quelques voitures, quelques personnes. C'est pas toute une armée de résistance qu'ils seraient en train d'anéantir. Ensuite, on a 30 km de portée, 46 minutes d'autonomie. Donc, ça veut dire que les gens sont sur place. Est-ce que les Ukrainiens peuvent se permettre d'envoyer des experts de guerre ailleurs alors qu'ils en ont besoin sur le front? C'est une question qui se pose. Enfin, moi, j'ai plus de questions que de réponses en l'occurrence. Et puis, est-ce qu'ils peuvent se permettre, pardon, sur ce point, est-ce que si on juge un objectif stratégique... Oui, ça peut être émission des services, mais effectivement, c'est quand même pas un front non plus prioritaire. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Mais là, encore une fois, je vous pose aussi la question de la rentabilité de cette action. Quoi. Bon, c'est un coup d'épingle, ça, porté à une faction africaine. Ou alors le début, peut-être. Et enfin, il s'agit quand même des drones civils modifiés et pas des drones militaires. Donc, même si c'est écrit en ukrainien dessus, ça s'achète a priori dans un magasin assez facilement. Donc, les Ukrainiens ont utilisé tout au début du conflit et un petit peu encore aujourd'hui, soit pour du renseignement, soit effectivement pour des missions suicides, ces petits drones d'enfants, qui sont des jouets à la base, passent par faute d'avoir autre chose à pouvoir exploiter à ce moment-là. Il n'avait jamais été utilisé avant, visiblement. C'est la guerre des drones. Bon. Pas de cette manière-là, en tout cas. Ce sont des drones civils qui n'étaient pas du tout utilisés de cette manière-là. Aujourd'hui, ils ont démontré, certainement sur Internet, on peut trouver en ukrainien ou en anglais de comment les modifier à la maison, comme tout sur Internet. Et donc, ça ne veut pas dire exactement que ce sont des militaires ukrainiens. Les États-Unis se sont dit surpris. Enfin, ils ont dit en tout cas... Nous n'étions pas au courant, mais bon, là aussi, la guerre, la vérité, les réactions officielles, c'est autre chose. Sylvie, votre impression? Moi aussi, je suis un petit peu sceptique. Je me dis, bon, si j'étais chef d'état-major de l'armée ukrainienne, je me disperserais peut-être pas au-dessus du Soudan. Mais bon, c'est pas une si prioritaire. Après, qu'une source officieuse, donc comme disait ce reportage, officiellement, l'Ukraine ne revendique pas. Après, officieusement, c'est probablement. Là, ça m'étonne pas du tout. Pourquoi ne pas laisser s'installer l'idée qu'on est capable de faire ça? Parce que ce qu'on voit aussi ces derniers mois, c'est qu'il y a de plus en plus d'opérations spéciales ukrainiennes en dehors du front. Alors, par exemple, il y a cette fameuse opération assez spectaculaire d'implanter un drapeau ukrainien le jour de l'indépendance, de la fête de l'indépendance le 24 août sur le sol de Crimée. Ça, ce sont les services spéciaux qui l'ont fait, du renseignement militaire, etc. Enfin, des commandos, soit carrément en territoire russe. Il y a non seulement des drones qui sont envoyés, mais il y a eu des actions de sabotage importantes. Enfin, c'est vrai qu'on est dans l'environnement du front, là. Voilà. Et là... c'est assez rare, je crois que les autorités ukrainiennes revendiquent ce genre d'action. En revanche, ce qu'expliquent les responsables, notamment le général Boudanov, là, qui est un personnage assez intéressant, qui est le chef du renseignement militaire, qui est en train de devenir une espèce de légende, qui est un personnage très, très fort. Il a 37 ans, il est général, il a un physique assez imposant et il essaye il s'exprime d'une manière très directe, souvent. Créer le mystère aussi autour de lui. Enfin voilà. Mais lui, il en parle volontiers des opérations qui sont menées à l'extérieur. Et il dit, on voit que c'est aussi une question psychologique. Et je pense que Michel Gouillat est plus compétent que moi pour parler de ça. Mais il y a cet élément qui agit à la fois sur le moral des Ukrainiens et aussi sur le moral des Russes. Et donc, ce ne sont pas des opérations qui ont nécessairement une grosse résonance opérationnelle ou une grosse utilité opérationnelle, mais psychologiquement, c'est plus important. On peut se souvenir aussi que la piste privilégiée aujourd'hui, après le sabotage de Nord Stream 2, c'est quand même la piste ukrainienne. Voilà. On aura sans doute... aussi une grosse enquête journalistique. C'est vrai, c'est aussi une grosse enquête journalistique américaine d'ailleurs. On n'aura sans doute jamais de preuves.
mais c'est vrai qu'il y a un faisceau d'indices aussi qui désigne plutôt l'Ukraine. Jean-Claude. Oui, mais là, moi j'ai deux observations, une de forme et une de fond. Sur la forme, il est normal que les États-Unis restent prudents. Les Occidentaux sont d'une manière générale assez prudents sur cette histoire parce que accepter, ne serait-ce que par principe, que l'Ukraine mène une action au Soudan, parce qu'on a beaucoup parlé de la Russie, on a parlé de Wagner, on n'a pas parlé du gouvernement soudanais, même si, je vous le concède, il y a quelques problèmes. Mais ça voudrait dire qu'on accepterait de facto que l'Ukraine viole la souveraineté du Soudan. Donc on ne peut pas d'un côté dire il faut respecter la loi, l'ordre international, et puis dire de l'autre côté, bon on sait, et puis on ferme les yeux. Attention, oui, mais attention, sur le terrain, qu'est-ce qu'on entend et écoutez bien ce qu'on entend. Attention, 2 poids, 2 mesures. Donc, il est normal, il est cohérent que si c'est une action menée par les services spéciaux ukrainiens, normal, on dit, on regarde de l'autre côté, on n'a rien vu parce que c'est pas la peine d'en faire plus. Sur le fond, moi, je partage l'idée suivant laquelle ça ne change pas grand-chose et M. Goya est bien plus compétent que nous sur le plan opérationnel. En revanche, on a toujours dit ici, c'est le fameux moustique qui vous empêche de dormir parce que il y a un élément stratégique en regardant, quand on regarde très bien la carte, on voit bien que les Russes souhaitent être bien implantés à Port Saïd pour avoir un élément de contrôle sur la mer Rouge et dans la zone parce que c'est un point de passage commercial et donc nos intérêts tous, tout autant que nous sommes, sont concernés. Donc il est évident que l'Ukraine, en s'attaquant sur le principe aux velléités russes dans la zone, forcément vient contrarier d'une certaine mesure la démarche géopolitique des Russes en Afrique. Voilà, même si ça ne change pas tout, mais ça vient contrarier une certaine démarche et une façon de leur dire ne croyez pas que les choses se feront aussi simplement que vous allez faire alliance en Afrique et que tout ira bien. Renseignez-nous d'un mot, Jean-Claude, sur la façon dont le travail de ces médias américains, qui ont une réputation, hein, il faut le dire, qui ont une réputation, disons-le, d'excellence. Hier, on parlait du New York Times sur le marché couvert. Aujourd'hui, on parle de CNN, mais qui est un média qui n'est pas un média présenté comme un média d'opinion. C'est un média CNN qui a une réputation quand même de qualité. Comment ces enquêtes sont reçues? Est-ce qu'on considère là-bas que les journalistes, finalement, peuvent lancer des pistes un peu au petit bonheur la chance, ou est-ce qu'on considère que ces rédactions-là, c'est du lourd et que, en général,